2026. Vous entrez dans une station-service américaine. Vous regardez le prix affiché. Vous ne comprenez pas. Vous relisez. 5,60 $ le gallon. Il y a 3 semaines, c'était 4,50 $. Une hausse de 21% en 20 jours. 21%. Pas une fluctuation normale. Pas une variation saisonnière. Un choc. Un vrai choc pétrolier comme on n'en avait plus vu depuis les années 70. Les automobilistes font la queue devant les pompes. Certains limitent leur plein. D'autres renoncent à des trajets. L'Amérique découvre à nouveau ce que signifie la dépendance énergétique. Comment est-on arrivé là? Comment une guerre à 8000 km peut-elle vider les portefeuilles américains en quelques semaines? La réponse tient en 3 mots. Détroit d'Ormuz. Ce passage maritime étroit entre l'Iran et Oman vient de se transformer en champ de bataille. Et avec lui, c'est toute l'économie mondiale qui bascule. Le détroit d'Ormuz, 33 km de large au point le plus étroit. Un couloir minuscule sur une carte. Mais par ce couloir passe 40% du pétrole mondial transporté par mer. Chaque jour, 21 millions de barils traversent ces eaux. Direction l'Asie, direction l'Europe, direction partout. Sans ce détroit, l'Arabie Saoudite ne peut pas exporter son pétrole. Les Émirats Arabes Unis non plus. Le Koweït, le Qatar, l'Irak, tous coincés. Leurs terminaux pétroliers donnent sur le golfe Persique. Et pour sortir du golfe Persique, il n'y a qu'une issue. Le détroit d'Ormuz. Pas de plan B. Pas de route alternative rapide. Pas de contournement facile. C'est pour ça que ce détroit est stratégique. C'est pour ça que l'Iran l'utilise comme arme depuis des décennies. Chaque fois que les tensions montent, Téhéran menace de fermer le détroit. Parfois, c'est du bluff. Mais cette fois, ce n'est pas du bluff. Cette fois, l'Iran est passé à l'acte. Des mines maritimes. Des vedettes rapides des gardiens de la révolution qui harcèlent les pétroliers. Des missiles qui survolent les convois. Le message est clair. Vous voulez notre pétrole? Vous ne l'aurez pas. Vous voulez nous étrangler économiquement? On étouffe le monde avec vous. Fermer le détroit d'Ormuz, ce n'est pas bloquer une route. C'est sectionner une artère. C'est couper l'approvisionnement sanguin de l'économie mondiale. Et l'Iran le sait. C'est exactement pour ça qu'ils le font. Revenons en arrière. Comment en est-on arrivé là? Début mars 2026. L'Iran est sur le point de franchir le seuil de l'arme nucléaire. Les services de renseignement occidentaux estiment qu'il lui reste quelques semaines, peut être quelques jours. Israël ne peut pas accepter ça. Les États-Unis non plus. Alors ils agissent. Frappes aériennes massives sur les installations nucléaires iraniennes. Natanz, Fordo, Ispahan. Les sites clés sont visés. Les missiles pleuvent. Les bombardiers frappent. Objectif, détruire le programme nucléaire iranien avant qu'il ne soit trop tard. L'Iran riposte. Pas militairement. Pas directement. Téhéran sait qu'il ne peut pas gagner une guerre conventionnelle contre les États-Unis et Israël. Alors il joue autrement. Il joue la carte économique. La carte énergétique. Il ferme le détroit d'Ormuz. Résultat immédiat. Les tankers n'osent plus passer. Les compagnies maritimes suspendent leurs trajets. Les assurances refusent de couvrir les cargaisons. Le trafic pétrolier s'effondre. En une semaine, 21 millions de barils par jour disparaissent du marché mondial. 21 millions. C'est comme si l'Arabie Saoudite arrêtait complètement de produire du jour au lendemain. Les marchés pétroliers paniquent. Le baril de Brent passe de 75 $ à 130 $ en 15 jours. Presque un doublement. Les traders achètent par peur de manquer. Les pays stockent par précaution. Les prix s'envolent. Et cette envolée, elle finit dans les stations-service américaines. Dans les pompes européennes. Dans les factures asiatiques. Partout. L'automobiliste américain ne comprend pas tout de suite. Il voit juste le prix qui monte. Chaque jour un peu plus. 5 $ le gallon, puis 5,20 $, puis 5,40 $, puis 5,60 $. Il fait le calcul. Son réservoir de 50 litres lui coûtait 60 $ il y a un mois. Maintenant, c'est 73 $. 13 $ de différence. Ça paraît peu, mais multiplié par 4 pleins par mois. 52 $ de plus par mois. 624 $ sur l'année. Juste pour l'essence. Juste pour continuer à aller au travail. À conduire les enfants à l'école. À vivre normalement. Et ce n'est que le début. Parce que le prix de l'essence ne monte pas seul. Il tire tout le reste avec lui. Le transport de marchandises coûte plus cher. Les camions roulent au diesel. Le diesel flambe aussi. Les entreprises de logistique augmentent leurs tarifs. Les supermarchés répercutent ces hausses sur les prix. Le pain coûte plus cher. Le lait aussi. Les légumes aussi. Tout ce qui est transporté par camion. Tout ce qui dépend du pétrole. L'inflation repart. Février 2026, elle était à 2,4% aux États-Unis. Mars 2026, elle passe à 3,3%. Presque un point de plus en un mois.
C'est énorme. C'est violent. C'est le signe qu'un choc énergétique se transforme rapidement en choc économique général. La Réserve fédérale américaine est coincée. Si elle monte les taux d'intérêt pour combattre l'inflation, elle risque de provoquer une récession. Si elle ne fait rien, l'inflation s'emballe. Dilemme classique du choc pétrolier. Stagflation. Croissance qui ralentit. Inflation qui monte. Le pire des deux mondes. Les ménages américains commencent à sentir la pression. Pas seulement à la pompe. Partout. Le budget se contracte. Les marges diminuent. Les arbitrages deviennent nécessaires. Vacances annulées. Sorties limitées. Achats reportés. L'économie ralentit. Les ventes de voitures chutent. Les restaurants se vident. Les centres commerciaux tournent au ralenti. Le choc pétrolier n'est pas qu'une hausse de prix. C'est une onde de choc qui traverse toute l'économie, qui affecte tout le monde, qui change tout. Ce n'est pas fini. Ce n'est même pas près de finir. Parce que le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert. Parce que l'Iran ne cède pas. Parce que les États-Unis et Israël ne reculent pas non plus. On est dans une impasse. Une impasse qui coûte cher. Chaque jour qui passe. Les États-Unis ont des réserves stratégiques de pétrole. Environ 350 millions de barils. Ça paraît beaucoup. Mais consommez 20 millions de barils par jour et vous réalisez que ces réserves ne tiennent que 10 à 7 jours. 17 jours. Après, il faut acheter sur les marchés internationaux. Au prix fort. Au prix de panique. Joe Biden a déjà autorisé la libération de 30 millions de barils des réserves stratégiques pour calmer les prix. Ça a aidé, un peu, temporairement. Mais ce n'est pas une solution durable. On ne peut pas vider les réserves stratégiques indéfiniment. À un moment, il faut les reconstituer. Et reconstituer des réserves quand les prix sont au plus haut, c'est perdre de l'argent. C'est un piège. L'Amérique découvre à nouveau ce qu'elle avait oublié depuis les années 2000. Que le pétrole est une arme. Que celui qui contrôle les robinets contrôle une partie du monde. Que la dépendance énergétique est une vulnérabilité stratégique. Pendant 20 ans, les États-Unis ont cru qu'ils pouvaient se passer du Moyen-Orient grâce au pétrole de schiste. Ils ont augmenté leur production domestique. Ils sont même devenus exportateurs nets. Mais le pétrole de schiste coûte cher à produire. Entre 40 et 60 dollars le baril pour être rentable. Quand le baril est à 130 dollars, produire plus devient intéressant. Mais ça prend du temps. Forer de nouveaux puits, construire des infrastructures, embaucher des travailleurs. 6 mois. 1 an. Pas 3 semaines. Donc à court terme, les États-Unis ne peuvent pas compenser la perte du pétrole du Golfe Persique. Ils doivent acheter ailleurs. Venezuela, Canada, Mexique. Mais tout le monde veut acheter en même temps. Donc les prix montent partout. Il n'y a pas d'échappatoire, pas de solution magique. Juste une crise énergétique durable qui s'installe. Un nouveau monde, un monde où le pétrole redevient ce qu'il a toujours été, une arme de puissance, un levier géopolitique, un moyen de pression. L'Iran vient de rappeler au monde entier que l'énergie n'est pas qu'une commodité économique. C'est un instrument de guerre. Et dans cette guerre, les consommateurs sont les premières victimes. Les automobilistes américains qui font la queue aux stations-service. Les familles européennes qui voient leurs factures exploser. Les entreprises asiatiques qui doivent réduire leur production. Tous paient le prix d'une confrontation qu'ils n'ont pas choisie, mais qu'ils subissent, pleinement, violemment, durablement.